Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Média. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Oriane Aymar, quand on parcourt votre profil sur Internet, on trouve himalayiste, diplomate, humanitaire, chercheur, écrivain. Mais c'est possible d'être tout ça à la fois ? Moi, je pars du principe que tout est possible. Donc oui, on peut être tout ça. Pourquoi, après tout, pourquoi se restreindre? Pourquoi se limiter? Alors après, peut-être pas tout en même temps, hein, mais dans une seule et même vie, oui, c'est possible et pourquoi pas plus? Et donc moi, j'accueille voilà les opportunités de la vie et je suis ouverte au changement. Alors après, moi, je suis de nature assez curieuse. Voilà, j'aime explorer, j'aime découvrir, et puis j'ai une certaine capacité aussi d'adaptation, ce qui me permet aussi de m'adapter à différents milieux et différents contextes. Mais voilà, je suis un peu comme un caméléon, et donc j'aime le changement, et c'est stimulant pour moi. Alors, Oriane Aymar, on a besoin de comprendre. Dites-nous, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, quel âge avez-vous, d'où vous venez. Ça, c'est important aussi pour qu'on comprenne bien. Déjà, je viens d'avoir 42 ans. Et voilà, moi je suis française, donc je suis née en région parisienne, à Clamart, et j'ai vécu à Sceaux toute mon enfance, toute mon adolescence. J'étais au collège, lycée Marie Curie. Je passais souvent mes vacances à Chamonix, en tout cas en hiver. Donc c'est vrai que j'ai une certaine passion à la base pour la montagne. Et puis j'allais aussi souvent dans le sud parce que mon père est marseillais. Donc on allait souvent dans le sud faire du bateau, faire de la voile. Que faisaient vos parents, Oriane Aymar, votre univers, c'était quoi? Alors mon père, lui, il est parti de Marseille assez tôt en fait. Il est monté à Paris et il a très vite occupé des positions, on va dire, de management, de peu de leadership, donc au sein de grandes compagnies, de grands groupes, plus informatiques, de télécommunications. Et puis il a également enseigné pendant de nombreuses années à HEC, et il a également été à la tête de l'Agence nationale pour la création d'entreprises. Donc c'est vrai que mon père, il a un petit peu, voilà, c'est un entrepreneur. Il a le goût de la compétition, le goût du dépassement, et je pense qu'il m'a un petit peu transmis tout ça. Et il a surtout appris aussi à ne pas me laisser faire, même si je continue encore à apprendre aujourd'hui. Et ma mère, alors c'est un petit peu différent. Ma mère, elle est née à Paris, mais elle est d'origine bretonne, et elle est pédiatre. Et assez jeune, elle a fait de l'humanitaire, et puis elle est partie en Côte d'Ivoire. Puis bon, elle n'a pas pu terminer sa mission parce que mon père est allé la chercher pour la demander en mariage. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a le goût de l'aventure, qui a le goût du voyage, et qui, je pense aussi, m'a transmis ce goût de découverte. Et puis, elle m'a toujours encouragée aussi à suivre mes envies, mes aspirations profondes, que ça soit par rapport à voilà mon goût de l'écriture, à ma soif de connaissance, notamment par rapport à tout ce qui a trait voilà aux religions, et puis même ce goût du voyage, quoi, d'explorer d'autres continents. Et donc voilà. Et je dirais juste deux mots par rapport à ma grand-mère. Ma grand-mère aussi maternelle, donc la mère de ma mère, qui est bretonne et qui vient de Saint-Malo, elle a également eu son importance, en tout cas dans mon parcours, dans ma vie. Et c'était une femme vraiment de caractère, qui n'était pas commode, hein, qui n'était pas simple du tout, et qui assez jeune en fait s'est retrouvée veuve avec trois enfants. Et elle a repris les études,
Et elle a fait un doctorat d'État en chimie, ce qui était une chose extrêmement rare à l'époque. Déjà pour une femme d'aller aussi loin dans ses études et puis même de travailler, d'élever seule ses enfants, etc. Donc elle m'a beaucoup inspirée dans mon parcours et je pense qu'elle est un petit peu, elle fait partie de ce que je suis aujourd'hui. On comprend un petit peu mieux le terreau dans lequel ou sur lequel vous avez poussé maintenant. Élément important, quand on fouille un petit peu dans votre biographie, on découvre que malheureusement, vous avez été victime d'un grave accident cérébral. Vous étiez toute jeune, vous aviez 25 ans, c'était dans les contreforts de l'Himalaya indien. Et alors, malgré tout, quelques années plus tard, on découvre que vous poursuivez toujours ce rêve de cime. Vous gravissez rien de moins que le Lhotse. Je le précise pour ceux qui ne sont pas férus d'alpinisme, un peu comme moi d'ailleurs. C'est quand même un mont qui culmine à 8516 mètres. C'est le quatrième plus haut sommet au monde. Alors, pourquoi tant d'efforts? Pourquoi cette quête des cimes aussi haute que ça? Tout ça est apparu, enfin, comme une évidence en fait. C'est devenu, voilà, une nécessité ou je sais pas comment dire, peut-être un appel. Donc, par rapport à votre question sur le pourquoi de cette ascension, je dirais que pour moi, cette ascension, ça représente un petit peu une voie oui, de réalisation, une sorte oui, de quête intérieure. Et c'est un peu pour moi, un peu comme un chemin initiatique qui m'amène à me transformer et qui est là pour me faire avancer et qui m'amène aussi à découvrir au final fondamentalement qui je suis. Et donc c'est un petit peu voilà un petit peu le pourquoi de tout ça. Donc c'est pas du tout, je suis pas dans l'idée de performance, c'est vraiment par rapport à moi et à mon besoin, ma soif de mieux me connaître et de quête. Et puisqu'on parle aussi d'audace, c'est vrai que quelque part l'audace elle est intervenue déjà dans la prise de décision. Parce que bon, avant de me lancer dans cette aventure, avant de me dire je vais grimper l'Otse, moi j'étais quand même envahie par les doutes, par la peur et je me dis j'ai pas le niveau, j'ai quasiment aucune expérience en alpinisme ou en himalayisme. J'ai juste grimpé le Mont Blanc à 33 ans, donc je me disais c'est un peu de la folie. Est-ce que je vais pas perdre la vie là-bas ou est-ce que je vais pas revenir amputée? Enfin voilà, il y avait beaucoup de questionnements et de craintes. Et bon, je pense qu'il a fallu quand même un petit moment avant de prendre officiellement ma décision, parce que bon, officiellement je dis parce que je pense que je l'avais déjà prise au fond de moi-même. Et donc là, il a fallu, là après j'ai fini par passer à l'action et je me dis euh, voilà, j'ose et je mets les obstacles de côté et je fonce, oui, je fonce vers ce que je veux faire, mais ça, avec bien sûr la possibilité d'échouer, hein, parce que voilà, on ose et forcément il y a une part de risque et pour moi cette expédition, elle était en effet, elle a été extrêmement éprouvante, hein. Donc j'ai grimpé l'Otse en mai. Donc je fais une expédition de 2 mois. J'étais au sommet en fin mai 2019. Et l'expédition a été voilà une succession de défis, de crises. Enfin, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais je pense que là j'ai atteint le niveau supérieur. Enfin, c'était le défi physique, bien sûr, hein. Alors comme je disais, j'avais quand même fait un 7000 avant pour voir ce que ça donnait entre guillemets, et défi physique aussi parce que je savais pas. Moi, j'ai eu une hémorragie cérébrale il y a quelques années, donc je savais pas. Normalement, voilà, j'étais pas censée aller en altitude. C'était très déconseillé de la part du neurochirurgien. Et donc après, je savais pas comment j'allais réagir en haut. Et puis bon, il y a aussi le challenge, le défi d'être constamment confronté à un environnement incertain, confronté à la mort, parce que on voit aussi forcément on voit des cadavres, c'est pas toujours très drôle, c'est sûr. Donc faut savoir aussi, on est exposé au danger constamment entre les crevasses, les avalanches, les chutes de pierres. Enfin, ça n'arrête pas. Et puis moi en plus j'ai eu une équipe catastrophique. Alors je pense que c'était probablement la pire des équipes parmi toutes les expéditions présentes.
parce que c'est la même voie. Everest et l'Otse, c'est quasiment la même chose, sauf à la fin, ça se sépare. Et je pense que j'ai eu la pire des équipes. Enfin, on a eu un mort. Alors, je dirais, on n'a eu qu'un mort parce que finalement, je pense que c'est déjà trop, bien sûr, mais je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus vu le nombre d'incidents. Et voilà, ça a été extrêmement difficile. Et puis moi-même, je me suis retrouvée dans des situations très un peu très critiques. Mon Sherpa m'a abandonné au camp 3 au dernier moment. J'ai ma tante qui a failli, qui a pris feu au camp 4, donc à presque 8000. Mon masque à oxygène qui s'est cassé aussi au camp 4, donc aussi à presque 8000, donc juste avant le sommet. Enfin, vraiment, mon crampon est tombé dans le couloir du lotier. Enfin, c'est décroché. Il y a eu la tempête après. Enfin, vraiment, c'était vraiment, c'était la loi de Murphy. C'était une succession de choses, enfin, qui se sont mal déroulées. Et puis, je dirais, le dernier challenge, c'était vraiment d'être une femme seule dans l'équipe, parce que j'étais entourée d'hommes. Il y avait à peu près une trentaine d'hommes, alors une bonne dizaine d'occidentaux, puis une équipe népalaise. Et ça s'est pas très bien passé, parce que je pense j'étais la seule femme du groupe et parce qu'au final, je ne suis pas une alpiniste. Enfin voilà, j'avais pas d'expérience à la base. Et je pense que le fait que finalement je sois celle qui s'en soit sortie le mieux, je pense que ça a dérangé pas mal de monde et il y avait pas mal voilà de la jalousie autour de ça et je l'ai très mal vécu. Donc voilà, ça a été dur et ça a été pour moi si je dois ouais comme un vrai chemin initiatique, enfin avec parsemé d'épreuves. Et mais quelque part, si je reviens en arrière des années avant, quand je me revois sur mon lit d'hôpital, donc j'ai eu cette hémorragie en fait cérébrale en Inde, dans le nord de l'Inde, et, euh, et je me revois quelques années avant, et pour moi, le fait d'avoir gravi l'Otse, d'être allé jusqu'au bout, c'est un petit peu pour moi une victoire sur la mort, et puis surtout que je me retrouve en fait au sommet du Lhotse, je me retrouve en face de l'Everest, donc et Chomolungma, c'est la mer. Et pour moi, voilà, c'est très lié en fait à mon expérience, à mon hémorragie cérébrale que j'ai eue en fait juste à côté de la tombe d'une femme, d'une sainte indienne qui s'appelle Manandanmayi, et qui signifie la mère de la joie, et qui était considérée, et qui l'est encore d'ailleurs par des millions d'Indiens et pas seulement, comme une incarnation de la mère divine. Donc pour moi tout ça est très fort, et voilà, donc gravir le Lhotse, c'était, oui, c'était une manière finalement d'honorer la mère et puis voilà, de la remercier aussi. Qu'est-ce qui explique que vous vous en êtes mieux sorti que les autres? Comment l'expliquez-vous? Alors, je pense qu'il y a différentes choses en fait. Il n'y a pas que l'aspect physique. C'est-à-dire que euh, physiquement, en fait, on a beau être le meilleur alpinisme, enfin, on a beau être très bon dans les Alpes ou ailleurs, on a chacun, en fait, on n'est pas tous égaux devant l'altitude. Et il se trouve que moi, voilà, j'ai une capacité d'acclimatation qui apparemment qui est assez bonne, puisque je suis pas tombée malade, contrairement à d'autres, et je tolère très bien la haute altitude. Je suis pas grimpée tout à la fin sans oxygène. J'ai réussi à récupérer un masque à oxygène en haut. Enfin, c'est pas un miracle. Mais de manière générale, j'ai pas eu de symptômes de mal d'altitude et j'étais très bien en fait. Donc, et je pense que la plupart des personnes, ça se passe pas forcément comme ça. Et puis, je dirais aussi, il y a le mental qui joue aussi énormément. Et je dirais pour mener ce type d'ascension, il faut avoir un mental qui est très fort. Et je pense que, enfin, je probablement parce que le physique, au bout d'un moment, on a beau voilà être fit, on a beau avoir une super capacité d'acclimatation, si on n'a pas le mental qui suit, parce qu'en haut le corps, on marche un petit peu comme un zombie, hein, c'est un pas après l'autre, donc notre corps il est vide d'énergie, et donc si on n'a pas un mental qui est fort, on tient pas quoi. Donc je pense que oui, semble-t-il que j'ai un mental en tout cas qui me permet de faire en tout cas de faire un 8000. Et puis je dirais aussi il y a une question de chance, hein, c'est que dans mon équipe, voilà,
il y a le Saoudien qui était là. À un moment donné, il a été pris dans une avalanche. Heureusement, il s'en est sorti, mais l'avalanche, elle est arrivée. Ça aurait pu tomber sur moi. C'était juste, on était pas si loin l'un de l'autre, hein. Après, il y en a une autre qui est tombée dans une crevasse. Alors, j'ai pas les détails, mais ça aurait pu aussi m'arriver. Enfin, c'est vraiment un petit peu, c'est aussi la chance qui fait que on parvient ou pas au sommet et qu'on reste en vie ou pas. Donc, je pense qu'il y a ces trois choses. Pardon, Oriane, j'allais vous poser la question du plaisir dans tout ça, parce que quand on vous écoute, on sent que c'est loin d'être un chemin pavé de roses, comme on dit. Le vrai sujet, c'est d'y arriver et de se prouver un certain nombre de choses. Moi, j'ai envie de savoir, de mieux vous connaître évidemment, mais est-ce que dans votre vie, il y a une dimension spirituelle? Oui, oui, tout à fait. C'est un petit peu ça, entre guillemets, le fil conducteur de ma vie, si je dois dire Ouais. ainsi. En tout cas, c'est cette force, c'est un petit peu on dirait, je vais dire le moteur, c'est un peu cette force de vie qui m'accompagne, qui m'aide, voilà, qui fait que je me dépasse, qui est là pour m'aider à traverser les épreuves. Et je pense que cette force de vie, cette force spirituelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, elle est là, elle m'accompagne. Et je m'en suis rendu compte assez tôt, enfin déjà à l'adolescence, quand j'avais 13-14 ans, puis c'est devenu de plus en plus, cette force est devenue de plus en plus présente. Et la révélation, entre guillemets, c'est quand j'ai fait mon premier chemin de Compostelle, parce que bon, je l'ai fait deux fois, une fois du Puy-en-Velay et puis l'autre fois de Paris par la voie de Vézelay. Et la première fois que je l'ai fait, donc j'avais 19 ans, et là, j'ai vraiment pris conscience de cette force qui m'accompagnait, et voilà, où je me suis rendu compte que, oui, que tout est possible. Et j'ai toujours eu le sentiment d'être, oui, d'être accompagnée par cette présence qui me guide et qui m'a emmenée jusqu'au Lhotse, jusqu'au sommet du Lhotse. Oui, il y a une dimension totalement spirituelle, en tout cas dans ma démarche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas grimpée au Lhotse, voilà, c'était pas une performance en soi, c'est par rapport à moi-même et par rapport à ma quête de connaissances. Mais en tout cas, il y avait ce désir d'aider aussi, d'aider les autres. Ça fait aussi pour moi, ça fait partie aussi de la dimension spirituelle et oui, aider les autres et transmettre, voilà, son énergie positive aux autres. Donc, à la fin de ma thèse de doctorat, voilà, j'avais un petit peu marre des livres, de la théorie, et je voulais me rendre utile et j'avais besoin d'action, et donc j'ai décidé de me lancer dans l'humanitaire, et j'ai rejoint le comité international de la Croix-Rouge, donc qui est basé à Genève. Et donc là, tout de suite, ils m'ont envoyé en mission. Alors, j'ai pas choisi la destination. Donc là, on est très loin de l'Himalaya, on est très loin de l'hindouisme. On m'a envoyé dans la région des Grands Lacs, au Burundi, où j'ai passé un peu plus d'1 an. Et donc, mon rôle principal là-bas, c'était de visiter les prisons, d'évaluer les conditions de détention et de tenter d'améliorer les conditions de détention auprès des autorités. Donc ça, c'était un de mes rôles. Et donc j'ai passé en fait mon année à visiter des prisons. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai visité une prison burundaise, c'était en plein milieu du pays. Je pense que je me suis dit, quand je suis arrivée dans la prison, je me suis dit, mais je vais jamais tenir une année, c'est juste pas possible. Je voulais juste prendre un billet d'avion et repartir tout de suite en France ou en Suisse. Et puis finalement, voilà, quoi, on s'y habitue, mais c'est vrai que c'est des conditions inhumaines pour les détenus qui n'ont même pas la place pour dormir. En fait, ils sont obligés de se relayer. Mais ça a été une expérience très enrichissante dans la mesure où, voilà, j'ai appris aussi à ne pas juger. Quand on parle à des détenus, on se rend compte que quels que soient les actes qu'ils aient commis, ce sont des personnes comme vous et moi, hein. Et donc ça m'a permis aussi de développer aussi mon empathie. Et puis j'ai également, oui, j'ai travaillé aussi avec les militaires où je faisais tout ce qui a trait à la promotion du droit international humanitaire. Donc ça, c'était aussi et puis par la suite, après le Burundi, ils m'ont envoyé en Haïti. Donc là, en Haïti, en fait, j'ai été envoyée juste après le tremblement de terre.
donc en 2010. Et là, ça a été extrêmement éprouvant, extrêmement intense. D'ailleurs, c'est un peu, je, je pourrais pas la comparer cette expérience au Lhotse, à l'ascension du Lhotse, parce que bon, en Haïti, j'étais avec une équipe, voilà, même si tout n'était pas parfait, il y avait quand même une équipe qui m'entourait, voilà, j'étais pas dans les mêmes conditions, alors qu'au Lhotse, c'est vrai que je me suis retrouvée seule. Mais en Haïti, voilà, ça a été extrêmement intense parce que bon, je suis arrivée, j'ai fait l'urgence post-séisme. Il y a eu le choléra parce que je suis restée quand même un peu plus de 14 mois là-bas. Il y a eu le choléra, il y a eu les ouragans, les violences post-électorales et donc ça a été extrêmement éprouvant. Je suis sortie de cette mission, j'étais épuisée, un peu comme à mon retour du Lhotse, mais différemment. Et puis bah je m'occupais au départ du rétablissement des liens familiaux pour les familles qui ont été séparées suite au tremblement de terre. Donc ça a été pour moi une grande satisfaction, enfin une grande joie de pouvoir réunir des familles séparées. Et puis après, je me suis occupée des quartiers difficiles, donc de Port-au-Prince, donc qui sont les quartiers chauds entre guillemets, qui sont contrôlés par les gangs. Et là, ça a été assez dur parce que bon, en gros, je devais négocier aussi. Enfin, j'étais en charge de ces quartiers-là, mais je devais aussi négocier la sécurité, voilà, auprès des gangs pour l'équipe du CICR, hein, pour la Croix-Rouge de manière générale. Et du coup, ça a été, voilà, ça n'a pas été simple tous les jours. Et surtout en tant que femme, oui, là, j'étais pas forcément très rassurée parce qu'on peut se dire, ils peuvent très bien me kidnapper, ils peuvent très bien, enfin, tout est possible. Donc, j'étais pas forcément très rassurée là en tant que femme. Mais voilà, en tout cas, je parlais de capacité d'adaptation. C'est vrai que, oui, là, pour le coup, je me suis quand même assez bien adaptée. C'est pas, voilà, je sais pas si, ça arrive pas souvent de parler à des gangs et de négocier avec eux, mais bon, c'était une expérience intéressante, on va dire. Vous rebondissez d'un univers peu facile à un autre univers peu facile et on vous retrouve quelques années plus tard au ministère français de l'Europe où vous avez notamment été responsable des questions religieuses et des questions de radicalisation, notamment lors des attentats en France en 2015, et puis aussi au centre de crise, et vous étiez en charge entre autres des projets droits de l'homme et prévention de la radicalisation. Tout ça n'est quand même pas très facile. C'est vrai que j'ai tendance à me retrouver dans ce type de milieu où, voilà, sur des sujets qui sont quand même assez sensibles. Mais bon, enfin, moi, je trouve ça passionnant, mais après, j'ai pas forcément analysé pourquoi je me retrouvais, voilà, là-dedans, mais en tout cas, il y a ce besoin, oui, cette quête oui, de dépassement et puis de toujours d'apprendre. J'ai besoin d'être stimulée et puis d'apporter aussi ma contribution quand je peux. Alors, Oriane, est-ce que vous vous percevez comme une audacieuse? Est-ce que vous vivez comme telle ou finalement les choses s'enchaînent un peu malgré vous? À la fois, je me sens audacieuse parce que je me sens, oui, j'ai une certaine forme de courage. Je suis capable de me dépasser, je suis capable de choses extraordinaires. Enfin, donc ça, je sens que ouais, je peux dire que je suis audacieuse. Je pense que certaines de mes actions, en tout cas, le reflètent. Mais après, paradoxalement, je me sens pourtant très fragile et très vulnérable. Souvent, je me sens pas du tout à la hauteur, même pour des choses très simples que tout le monde est capable de faire. Il y a quelque chose qui me dit non, 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 mais je suis pas capable. J'ai tendance quelque part à un petit peu à me dévaloriser. Et j'ai un peu ces deux aspects. Et oui, c'est assez étonnant. Je sais pas si on peut appeler ça des saboteurs, mais voilà, des fois, je me dis non, non, et ces saboteurs en moi qui sont finalement assez ancrés et qui me disent, maintenant, t'es pas capable. Et j'essaye de prendre conscience de ça et puis voilà, de pas les prendre trop au sérieux, mais ils sont quand même bien là. Et donc oui et non, je me sens audacieuse et à la fois je me sens oui très vulnérable et très fragile. Et puis est-ce que les choses ne viennent pas forcément facilement. J'ai l'impression qu'il a quand même fallu que à la fois j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie
Mais quelque part, il a fallu que je crée cette chance. Il a fallu, voilà, que je crée les opportunités. J'ai jamais eu l'impression que les choses étaient nécessairement faciles. Alors peut-être parce que j'ai pas cherché à ce qu'elles soient faciles. Peut-être j'ai pas non plus cherché la simplicité, mais j'ai pas eu l'impression que les choses soient tout le temps arrivées, voilà, de manière, oui. Il y a eu quand même plusieurs étapes, voilà, avant que j'arrive là où j'en suis, quoi, aujourd'hui, et donc voilà, les choses sont pas toujours simples. Alors, quel est votre sujet du moment? Alors aujourd'hui, je fais un petit peu le bilan, justement. C'est vrai que le Lhotse a marqué un peu une étape dans ma vie. Et donc là, je fais un petit peu le bilan. Puis bon, ben, il y a le fait qu'il y ait le Covid aussi, ça, j'avais pas prévu. Donc forcément, ça change aussi la donne et les plans. Et là, suite au Lhotse, parce que l'expérience était tellement forte, je me suis dit, bah, je vais écrire un livre, et donc j'ai fait un livre en anglais qui relate donc mon expédition et qui cherche à donner une vision un peu, bah, plus féminine et plus spirituelle aussi de la haute montagne. Et donc là, j'ai des démarches de publication qui sont en cours. Et l'idée à travers ce livre, bah, c'est d'inspirer d'autres femmes aussi, enfin pas que des femmes, hein, même des hommes, des femmes, des personnes, oui, bah, ordinaires comme moi, bah, à se dépasser et puis aller au bout de leurs rêves. Et donc là, il y a des démarches de publication qui sont en cours. Et puis il y a aussi l'idée, mais alors je sais pas quand est-ce que ça se fera. Il y a aussi l'idée, bah peut-être j'aimerais bien refaire un jour quand même des expéditions. Et c'est vrai que bah ça me plairait. J'aimerais bien un jour peut-être bah, grimper l'Everest. Alors l'Everest, qui on dit en tibétain, c'est Chomolungma, donc c'est la mer, comme je disais tout à l'heure. Et alors, j'aimerais grimper l'Everest, pas parce que c'est la plus haute montagne, mais parce que symboliquement, c'est très fort pour moi, et c'est très lié en fait bah, c'est très lié à ce que j'ai eu, à mon hémorragie cérébrale en Inde, toute ma vie en fait, tout mon parcours. Mais voilà, c'est un rêve que j'ai, en tout cas que je garde là. Et si je peux inspirer d'autres femmes aussi par rapport à cette ascension, bah, c'est aussi, voilà, j'en serais très heureuse. Eh bien, vous pouvez l'être d'ores et déjà, Oriane, parce que votre parcours est effectivement très inspirant. Vous êtes quand même extraordinaire, même si de temps en temps vous posez des questions de légitimité, ce qui est tout à fait normal et qui nous renvoie bien à notre humanité à tous. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais très heureuse de vous entendre, Oriane. Merci pour votre humilité. Puis on a hâte de vous retrouver effectivement dans des livres. Je dis bien des livres. Là, c'est le deuxième et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos différentes ascensions. L'ascension étant une image, évidemment. Je suis certaine que vous apporterez encore beaucoup de joie et de bonheur à beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, Oriane, de votre Merci témoignage. Carole, merci pour tout. Merci. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.